Bienvenue sur le podcast du site média24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Aujourd'hui, on se penche sur une avancée assez étonnante qui nous vient d'Australie. Des chercheurs là-bas ont pour la toute première fois utilisé l'informatique quantique pour concevoir un semi-conducteur. Et pour nous aider à décrypter tout ça, j'accueille notre spécialiste science. Bonjour Sam. Ravi d'être là pour en discuter. L'idée, c'est de comprendre ensemble ce qu'ils ont fait exactement, comment cette technique fonctionne et ce que ça pourrait changer pour l'avenir. On va s'appuyer sur l'article qui détaille leurs travaux. Alors, pour commencer, peut-être rappeler pourquoi c'est si compliqué la conception des semi-conducteurs. L'article parle d'un point précis, la résistance ohmique de contact. C'est quoi le souci avec ça ? Oui, c'est un point névralgique. En gros, c'est la qualité de la connexion électrique entre le métal et le semi-conducteur lui-même. Et c'est très sensible, ça dépend de plein de paramètres microscopiques. Modéliser ça précisément, c'est un vrai défi. Et même l'IA classique, elle a du mal, surtout s'il y a peu de données, c'est ça ? Exactement. Les méthodes d'apprentissage machine habituelles, le CML, elles ont besoin de beaucoup de données pour bien apprendre. Or, en microélectronique, obtenir ces données, ça coûte cher, ça prend du temps. Et puis, les relations entre les paramètres sont souvent très complexes, pas linéaires. Du coup, avec peu de données, les algorithmes classiques, ils patinent un peu. Ok, donc contexte difficile. Et c'est là qu'intervient cette équipe australienne du CSIRO, menée par Mohamed Ousmane. Quelle a été leur approche ? Eh bien, ils ont pris une voie radicalement différente. L'apprentissage automatique quantique, le QML. Le QML, d'accord. Oui, et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont choisi un matériau test assez pointu, le nitrure de gallium, dans un transistor type HMT. C'est un matériau plus performant que le silicium pour certaines choses comme la haute puissance, mais il est aussi plus capricieux à fabriquer. Donc c'était un bon test à bon défi pour leur méthode. Et alors là, l'article mentionne un truc assez fou. Ils ont utilisé une machine quantique avec seulement 5 qubits. On nous parle toujours de milliers de qubits nécessaires. Comment c'est possible ? Ah oui, c'est ça qui est particulièrement notable. 5 qubits. En fait, leur méthode, QKAR, Quantum Kernel Aligned Regressor, elle est hybride. Hybride, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'elle ne fait pas tout en quantique. L'idée, c'est d'utiliser le quantique pour une tâche bien précise. On prend les données classiques, expérimentales, et on utilise ce qu'ils appellent un noyau quantique, le quantum kernel, pour projeter ces données dans un espace différent. Un espace où même un petit processeur quantique de 5 qubits peut voir des choses. Des relations cachées, en quelque sorte ? Exactement. Des motifs, des corrélations que les algorithmes classiques ne voient pas, surtout avec peu de données. Ensuite, le résultat de cette étape quantique, il est renvoyé à un algorithme classique qui, lui, fait la prédiction finale. Malin. C'est un peu comme donner des lunettes spéciales au processeur classique grâce au quantique. C'est une bonne image, oui. C'est un mariage intelligent des deux mondes. Et est-ce que ça a marché ? Est-ce que ce QKR a vraiment fait mieux que les méthodes classiques ? Absolument. Ils l'ont comparé à 7 algorithmes CML différents. Et QKR a donné des prédictions plus précises. Et le point important, c'est que c'était surtout vrai quand ils avaient peu de données au départ. Pile le problème qu'on évoquait. D'accord. Et ils ne se sont pas arrêtés là, si j'ai bien lu. Non, et c'est ça qui est fort. Ils sont allés jusqu'à fabriquer les composants, les transistors GaN HEMT, en suivant les paramètres optimisés par QKR. Et les mesures sur ces composants réels ont confirmé. Ils étaient plus performants. Ça montre aussi que le modèle n'a pas juste appris par cœur. Il a capté quelque chose de la physique derrière. Il peut généraliser. L'article dit aussi qu'ils ont simplifié le problème au départ. Passer de 37 paramètres à seulement 5. Ça aide, j'imagine. Ah oui, énormément, évidemment. Ça, c'est une étape très pragmatique. Ils ont utilisé une technique statistique, l'analyse en composantes principales, pour identifier les 5 paramètres qui avaient le plus d'impact. Et ça montre quelque chose d'essentiel. On n'a peut-être pas besoin d'attendre des ordinateurs quantiques parfaits, gigantesques, pour faire des choses utiles. Donc en étant malin sur la formulation du problème. Voilà, en étant malin et en combinant bien les outils, on peut s'attaquer à des problèmes industriels réels aujourd'hui avec les machines quantiques modestes qu'on a. Alors qu'est-ce que ça implique concrètement là ? On sort de la théorie là. Oui, c'est plus que théorique, c'est une preuve de concept validée en laboratoire jusqu'à la fabrication. Si l'on replace ça dans une perspective plus large, l'étape d'après, c'est d'appliquer cette approche QKR à d'autres semi-conducteurs, bien sûr, mais aussi potentiellement à d'autres domaines.
On peut imaginer l'optimisation de matériaux pour les batteries, pour les panneaux solaires, pour des capteurs chimiques. Partout où on a des systèmes complexes et peu de données expérimentales en fait. C'est exactement ça. Partout où la modélisation précise est déterminante, mais coûteuse à obtenir par les voies classiques. Bon, si on résume, on a une première mondiale australienne. L'IA quantique, le QML, montre qu'elle peut aider à concevoir des semi-conducteurs en faisant mieux que le classique, surtout quand les données manquent. Et c'est faisable dès maintenant, sans attendre des machines énormes, grâce à une méthode hybride intelligente qui se contente de très peu de qubits. Ce qui ouvre des perspectives industrielles assez directes. Tout à fait. Et ça soulève une question intéressante pour l'avenir, je trouve. Oui. Au-delà des semi-conducteurs, quels sont tous les autres domaines? En sciences des matériaux, en chimie, même en biologie peut-être, où on bute sur cette complexité, ce manque de données. Est-ce que cette capacité de l'informatique quantique, même encore limitée à extraire de l'info là où on ne voyait rien avant, est-ce que ça ne va pas transformer plein d'autres champs de recherche et d'ingénierie? C'est une perspective assez vertigineuse. Une question passionnante pour la suite. Merci beaucoup pour ces éclairages. Merci à vous. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.